L'Arabie Saoudite au centre de l'échiquier international. Le pays accueille en ce moment même les négociations sur une possible trêve entre l'Ukraine et la Russie. L'Arabie Saoudite qui joue les médiatrices dans plusieurs grands dossiers internationaux, un rôle qu'elle dispute avec un autre pays de la région, le Qatar. Alors ces monarchies du Golfe sont-elles devenues indispensables pour la bonne marche du monde? On en parle ce soir avec nos invités. Pascal Boniface, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géopolitologue, directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et vous publiez cette semaine chez Armand Collin « Comprendre le monde, les relations internationales expliquées à tous ». Et nous sommes également en direct avec Myriam Benrad. Bonsoir, vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient. Vous enseignez à l'Université internationale Schiller à Paris. Et votre dernier livre s'intitule « Mécanique et des conflits ». C'est un ouvrage paru aux éditions du Cavalier Bleu. Pascal Boniface, ma première question est pour vous. D'abord, pourquoi la trêve en Ukraine se négocie en Arabie Saoudite et pas aux États-Unis qui chapeautent ces Ni en Europe, effectivement, parce que seulement l'Arabie Saoudite a de très bonnes relations avec la Russie et de très bonnes relations avec les États-Unis. Ce qui n'est pas le cas des pays européens. Donc effectivement, on arrive à une situation où un conflit européen est arbitré dans le Golfe, alors que d'habitude, c'est plutôt des conflits dans le Golfe qui étaient arbitrés en Europe, mais parce que c'est cette position médiane des Saoudiens qui, d'une part, ont de l'argent, se posent comme puissance médiatrice et qui mettent leur puissance financière au service de la médiation, et ils ont des bonnes relations avec tout le monde. Et donc les Saoudiens ne veulent plus être uniquement considérés comme un pays qui vend du pétrole et achète des armes, mais un pays qui peut offrir des solutions diplomatiques. Myriam Benrad, vous êtes d'accord avec ce qu'on vient d'entendre? En gros, l'Arabie Saoudite est aujourd'hui un pays qui peut être considéré comme neutre à la fois par les États-Unis, l'Ukraine, la Russie? Oui, je pense que le tournant qui a été pris essentiellement, on l'a vu, est ce tournant global de la diplomatie saoudienne qui a toujours été au niveau régional, je dirais traditionnellement très engagé sur les crises du Moyen-Orient. Mais là, on voit en effet Mohammed Ben Salman, le prince héritier, essayer de positionner l'Arabie Saoudite dans un jeu, on le sait aujourd'hui, multipolaire, où les États-Unis restent la puissance hégémonique, mais où d'autres acteurs comptent, au premier rang desquels, évidemment, des pays comme la Chine, le Sud global et les économies émergentes. Et c'est vrai que depuis l'arrivée au pouvoir de MBS, du prince héritier, on sent cette volonté de positionner fortement l'Arabie Saoudite sur les crises internationales et pas uniquement d'ailleurs, comme je viens de le dire, sur le Moyen-Orient. Il y a peut-être aussi derrière l'effet d'un certain déclassement de la diplomatie européenne qu'on a observé non seulement autour de la crise ukrainienne, mais aussi, on l'a vu, autour de la guerre à Gaza, évidemment. Oui, une volonté, on l'entendait à l'instant, de se positionner finalement comme un acteur global et non plus seulement régional. Est-ce que, Pascal Boniface, le retour au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump a favorisé aussi cette montée en puissance de l'Arabie Saoudite sur la scène internationale? Je pense évidemment à la précédente administration, celle de Joe Biden, qui avait promis de faire du prince héritier Mohammed Ben Salman un paria. Ben en même temps, celui qui avait déclaré qu'il serait un paria est venu à Riyad lui demander d'augmenter la production de pétrole pour faire baisser les cours, ce que Ben Salman n'a pas fait. Donc même Joe Biden avait mangé son chapeau en revenant à Riyad pour implorer l'aide des Saoudiens. Mais il est clair qu'il y a une relation, pas fusionnelle, mais que les Saoudiens sont un allié. En fait, Trump a deux alliés principaux au Proche-Orient, Israël et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a promis d'investir 500 milliards de dollars sur les 4 prochaines années aux États-Unis. Et au moment où Ben Salman était le paria, Trump continuait à le voir et n'avait pas coupé les ponts. Et d'ailleurs, par ailleurs, les Saoudiens ont investi 2 milliards de dollars dans le fonds géré par Jared Kushner, le gendre de Trump. Donc on peut dire que la liaison entre Trump et MBS est ancienne. Et effectivement, par ailleurs, comme l'a dit Myriam tout à l'heure, en fait, les Européens sont engagés du côté de l'Ukraine. L'Arabie Saoudite est neutre, donc elle peut arbitrer, elle peut servir de médiatrice parce qu'elle n'est pas engagée au profit d'un des protagonistes du conflit. Et ce qui est intéressant, je me tourne vers vous, Myriam Benrad, c'est qu'on peut dire aujourd'hui que cette diplomatie très active de l'Arabie Saoudite, finalement, elle est multivectorielle. Il y a aussi eu ce rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sous l'égide de la Chine. Il y a aussi, et puis cette diplomatie, elle ne concerne pas non plus que les conflits ou les relations, les tensions diplomatiques. Elle se joue aussi sur le terrain sportif, culturel. Oui, je pense que c'est très important de le souligner parce qu'en réalité, tout de même, rappelons que cet engagement de l'Arabie Saoudite sur un certain nombre de conflits
armée dans le rôle, comme on l'a dit, de médiateur, finalement d'acteurs capables d'apporter des solutions ou qui proposent en tout cas des solutions vers un règlement de paix. Derrière cela, il y a quand même l'obsession de la stabilité, de la stabilisation. Alors évidemment, tout d'abord du Moyen-Orient, parce que les Saoudiens redoutent la perspective d'un embrasement généralisé. Ça n'est pas d'ailleurs récent, ça a toujours été une position en fait très caractéristique de la diplomatie saoudienne. Et puis il y a cette volonté, comme j'ai dit, d'une projection de puissance, de soft power, comme vous venez de le souligner, à travers, en effet, à côté du hard power énergétique, à côté de la rente pétrolière, à travers des festivals, la diplomatie sportive, en effet, l'art, la promotion de l'art. On l'a aussi beaucoup mentionné, ces projets très futuristes de nouvelles villes, la ville Neom dont on a beaucoup parlé. L'Arabie Saoudite s'engage aussi, alors on peut en discuter, dans des projets de transition écologique. Donc il y a vraiment cette volonté en effet d'apparaître comme un acteur moderne, innovant et qui n'est pas en effet simplement un acteur, je dirais, traditionnel, voire traditionnaliste au Moyen-Orient, mais qui renvoie encore une fois une image de grande modernité aujourd'hui. De grande modernité, effectivement, le prince héritier Mohammed Ben Salman a véritablement engagé, on peut le dire, Pascal Boniface, son pays sur la voie du progrès, de la modernisation, qui n'est pas l'occidentalisation. Non, effectivement, il va moderniser, mais pas occidentaliser. Il veut effectivement, de toute façon, ouvrir son pays. Les femmes ont le droit de conduire, il ouvre les salles de cinéma, il ouvre des commissions sportives. L'Arabie Saoudite va organiser la Coupe du Monde 2034, donc il veut que la jeunesse saoudienne soit plus active, sortir un peu de l'économie de rente pétrolière, parce qu'il voit la fin du pétrole. En ce sens-là, il est très moderne. Il est autoritaire, c'est pas un démocrate. Il souhaite sortir de cette économie de rente pétrolière. Quel est l'intérêt? Parce qu'effectivement, ces médiations, c'est quelque chose qui coûte pas très cher à organiser l'Arabie Saoudite. Quel est l'échange? Qu'est-ce que l'Arabie Saoudite cherche concrètement en échange? Alors, d'une part, sur le plan économique, c'est que l'économie saoudienne ne soit pas uniquement menée par le pétrole qui va disparaître. Pas tout de suite, mais d'ici 20 ou 30 ans. Donc, il engage déjà cette transition, comme l'ont fait auparavant le Qatar ou les Émirats arabes unis. Il suit cette voie avec plus de moyens que ses deux voisins. Et puis, quant à la médiation, ça apparaît comme un acteur incontournable. Effectivement, il veut sortir d'un tête-à-tête qui était un peu étouffant avec les États-Unis. Auparavant, il y avait ce qu'on appelle le pacte du Quincy, une alliance vraiment très étroite entre les Saoudiens et les États-Unis. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite discute avec la Chine, discute avec l'Inde, discute avec la Russie. Les cours du pétrole ont été largement en partie fixés par un accord entre Ben Salman et Poutine. Mais il veut quand même garder cette relation particulière avec les États-Unis sans en faire uniquement une relation unique. Et en ce sens-là, il fait une sorte de multi-alignement à sa façon, ce qui lui donne des marges de manœuvre beaucoup plus importantes qu'auparavant. Et ça rejoint un petit peu ce que nous disait Myriam Benrad sur le fait que finalement, derrière cette neutralité affichée de l'Arabie Saoudite, il y a évidemment des enjeux de soft power. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, sur le domaine culturel, sur le domaine touristique, sur le domaine sportif. Et donc, il veut sortir de l'image l'assassinat de Jamal Khashoggi, qui a quand même coûté très cher. Aussi, les bombardements sur le Yémen, dont on parlait moins, mais qui était quand même aussi très fortement critiqué. Et donc, il veut apparaître comme un pays qui peut apporter des solutions, alors qu'auparavant, son pays passait plutôt pour problématique, et non pas comme apportant des solutions. Et donc, il met sa richesse au service de ce projet, et aussi avec un projet pour faire que, dans un pays dans lequel la part de la jeunesse est extrêmement importante, puisse uniquement aussi remettre les gens au travail, qui ne se contentent pas de profiter de la rente du pétrole. Myriam Benrad, il y a un autre pays voisin de l'Arabie Saoudite qui essaye de jouer ce rôle de médiateur et qui y arrive. D'ailleurs, c'est le Qatar qui organise depuis des mois toutes les négociations autour de la libération des otages du Hamas dans la bande de Gaza. Il y a aussi eu cette semaine ce succès diplomatique pour le Qatar, cette rencontre, ce face-à-face organisé entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et le président du Rwanda, Paul Kagame, au sujet du conflit dans l'est de la RDC. Est-ce que le Qatar peut rattraper l'Arabie Saoudite sur justement le plan de la diplomatie, des médiations, des questions de consolidation de la paix dans le monde? Alors, je pense que ce qui est clair, c'est que le Qatar avait essayé un temps de dépasser l'Arabie Saoudite dans ce rôle, puisque
vous l'avez mentionné, c'est passé par un certain nombre de manœuvres très activistes. En matière de soft power, le Qatar détient la chaîne télévisée Al Jazeera, qui est une grande concurrente des chaînes télévisées saoudiennes. Le Qatar s'ingère en effet dans un certain nombre de médiations, de négociations. Il y a eu cette volonté de dépasser l'Arabie saoudite qui avait aussi, rappelez-vous, culminé avec une crise sans précédent des tensions opposant le Qatar à un certain nombre d'États du Golfe, dont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis. On est passé à autre chose, puisque en 2021, il y a eu une normalisation des relations entre ces pétromonarchies finalement qui restent rivales, mais il y a eu une forme de détente sur fond aussi, vous l'avez mentionné, de normalisation des rapports avec l'Iran. Le Qatar ayant toujours dit qu'il fallait prendre l'Iran comme un acteur à part entière de l'équation régionale. On a vu ensuite l'Arabie saoudite plus ou moins réchauffer ses relations avec l'Iran dans une volonté, encore une fois, d'éviter un embrasement généralisé. Donc on est toujours sur une relation compétitive, mais qui n'est pas hostile. Et je vous donne un exemple, même si on a l'impression d'une dispersion des initiatives diplomatiques entre l'Arabie saoudite et le Qatar, on les a quand même vus parler d'une voie commune pour Gaza, par exemple. On a vu un plan arabe émerger autour de Gaza. Donc il y a quand même cette idée aussi de peser au niveau des pays du Conseil de coopération du Golfe, qui est cette entité régionale qui rassemble ces pays. Il y a cette idée tout de même que dans un monde, comme je l'ai dit, multipolaire, de grande puissance, il faut aussi entre eux pouvoir coopérer. Et ce sera ma dernière question, elle est pour vous, Pascal Boniface. Vous diriez que la diplomatie du Golfe aujourd'hui est devenue centrale pour finalement la bonne marche des affaires du monde? En tout cas, sur les deux conflits les plus importants qui nous concernent, nous Européens, le conflit Russie-Ukraine et la guerre à Gaza, effectivement, le Qatar, les Saoudiens sont centraux. Les Saoudiens ont refusé le plan de Donald Trump de faire une riviera sur Gaza en expulsant l'ensemble des Gazaouis, alors qu'auparavant, dans le premier mandat de Trump, ils étaient beaucoup plus proches d'Israël et des États-Unis sur ce point-là. Et donc là, les Saoudiens sont un peu le point de résistance par rapport à cela. Et ils jouent aussi un rôle important, effectivement, on le voit pour le conflit russo-ukrainien. Et puis les autres conflits, effectivement, vous avez parlé tout à l'heure du conflit entre la RDC et le Rwanda. C'est quand même un conflit en Afrique. C'est le Qatar, c'est là où on se réconcilie. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Ils ont vraiment investi ce champ de la médiation en disant on est neutre, on parle avec tout le monde, on a les moyens d'accueillir tout le monde en terrain neutre et comme ça, on peut négocier et c'est plutôt un succès pour eux. Un succès pour eux. Vous vous attendez, vous, à un succès en ce qui concerne les pourparlers qui ont lieu en ce moment en Arabie Saoudite au sujet de l'Ukraine? Non, tant qu'il y aura une partie du territoire russe qui sera contrôlée par les forces ukrainiennes, Poutine ne fera pas un cessez-le-feu total, mais il ne peut pas non plus trop longtemps résister à Trump, donc ça ne sera pas demain, ça ne sera pas aujourd'hui, mais ça se rapproche. Il faut d'abord que la Russie expulse les Ukrainiens du territoire et ensuite, Poutine a besoin de cet accord. Et il ne peut pas faire impatienter trop longtemps Trump. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pascal Boniface, géopolitologue et directeur de l'IRIS. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Comprendre le monde, les relations internationales expliquées à tous. C'est à retrouver chez Armand Collin. Et merci à vous, Myriam Benrad, politologue et enseignante à l'Université internationale Schiller à Paris. Le titre de votre dernier livre, c'est Mécanique des conflits et c'est à retrouver aux éditions du Cavalier Bleu.